C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette initiative de Taku Alou au Sénégal. La coalition d'opposition menée par l'ancien président Macky Sall a déposé un recours ce lundi contre Ousmane Sonko, le Premier ministre également en tête de liste du PASTEF pour les législatives du 17 novembre, serait selon eux inéligible en raison de ses dernières condamnations. Nous serons à Dakar dans ce journal. Cette procédure inédite au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua a été destitué par les députés. Ils étaient 281 à voter pour et 44 contre. Soupçonné de corruption, le vice-président était très impopulaire, y compris dans son propre camp, et en conflit ouvert avec le président William Ruto. Nous serons à Nairobi dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous partons en Égypte où le marché de la date est en plein essor. Le pays est devenu cette année le premier producteur au monde avec 2 tonnes par an. Mais ces dattes ne s'exportent pas très bien, sauf la fameuse majoule. Reportage à suivre. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko peut-il être tête de liste de son parti, le PASTEF, pour les législatives du 17 novembre prochain? Pour la coalition de l'opposition Taku Alou Sénégal, menée par l'ancien président Macky Sall, le Premier ministre sénégalais est inéligible en raison de ses dernières condamnations. Taku Alou a donc déposé un recours qui a peu de chances d'aboutir, comme nous l'explique notre correspondant à Dakar, Elie Mandao. Les avocats de la coalition Taku Alou Sénégal se sont basés sur plusieurs condamnations visant Ousmane Sonko en 2023. Il s'agit entre autres des condamnations pour diffamation, mais aussi pour corruption de la jeunesse. Des décisions de justice qui, selon eux, sont des motifs valables pour discréditer la candidature d'Ousmane Sonko pour ces législatives. Ousmane Sonko est, je rappelle, tête de liste du PASTEF, le parti au pouvoir pour ces législatives. Selon plusieurs juristes qui se sont prononcés sur le sujet, ce recours a peu de chances d'aboutir. Le Conseil constitutionnel, de son côté, a 48 heures pour rendre sa décision. Les hostilités sont ainsi lancées par la coalition Taku Alou Sénégal, dirigée par l'ancien président Macky Sall. La direction générale des élections, de son côté, a publié les listes retenues pour ce scrutin. 41 listes au total. Les candidats se préparent déjà pour la campagne électorale qui va démarrer le 27 octobre. C'est désormais officiel, l'Assemblée nationale kenyane a voté la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. 281 députés se sont exprimés en faveur de la motion contre 44. Entré en disgrâce depuis un an, il était critiqué aussi bien par l'opposition que par les députés acquis au président William Ruto. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. C'est la première fois depuis la mise en place de la Constitution kenyane en 2010 que les députés votent en faveur de la destitution d'un vice-président. Durant toute la journée, ils ont débattu de cette motion de destitution avant d'entendre le vice-président Rigathi Gachagua à partir de 17h durant 2 heures. 2 heures durant lesquelles le vice-président a essayé de les convaincre qu'il n'est pas coupable des 11 chefs d'accusation auxquels il devait faire face. Des chefs d'accusation qui incluent notamment de la corruption, des détournements de fonds publics, l'enrichissement grâce à des contrats publics ou encore le fait de s'être publiquement opposé au président William Ruto. Alors, le vice-président a essayé d'expliquer qu'il n'avait pas de lien avec les 22 sociétés écrans qui, selon les députés, lui auraient permis d'amasser plus de 36 millions d'euros de fortune au cours des 2 dernières années. Et puis, il a ensuite affirmé que, comme tout citoyen kényan, il doit bénéficier de la présomption d'innocence, qu'il doit être jugé devant un tribunal et non pas devant l'Assemblée nationale en vue de sa destitution. Mais cela n'a pas suffi à convaincre les députés qui ont donc voté en faveur de cette destitution. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, la motion doit aller devant le Sénat et il y a peu de doute quant à l'issue du vote qui aura lieu puisque le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale, est acquis au président William Ruto qui est fermement opposé à Rigathi Gachagua depuis près d'1 an. Et ensuite, que se passera-t-il? Eh bien, il y a fort à parier que Rigathi Gachagua ira devant les tribunaux pour essayer de faire annuler la décision des députés kenyans. En bref, le gouvernement camerounais cherche à rassurer et à communiquer ce mardi soir sur l'état de santé du président Paul Biya. Après de nombreuses rumeurs d'hospitalisation, le président camerounais ne s'était pas rendu à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre alors qu'il était annoncé. Il était également absent au sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre à Paris. À 91 ans, la santé de Paul Biya, qui dirige le Cameroun depuis 42 ans, est source de préoccupation.
Cette lettre ouverte de l'Organisation ivoirienne des droits de l'homme au procureur de la CPI, 13 ans après le début des enquêtes qui visent entre autres les proches de l'actuel président Alassane Ouattara dans les crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. La Cour pénale internationale n'a toujours pas abouti à un procès. L'OIDH dénonce la lenteur des procédures. Les précisions à Abidjan de Julia Guggenheim. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH, demande à la Cour pénale internationale de publier des résultats, même partiels, sur les résultats de ces enquêtes qui portent principalement sur la crise post-électorale de 2010-2011. Dans la lettre ouverte que l'ONG a adressée au procureur Karim Khan, l'ONG s'inquiète des lenteurs de la procédure. Pas continuer dans cette tradition d'impunité, on ne peut pas continuer dans cette tradition de lenteur. Je crois qu'il y a cet adage qui dit une justice retardée, c'est un déni de justice. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire s'est enlisée dans une tradition de violence politique, de violence électorale. Et nous sommes à l'orée d'élections. Ces violences-là, nous semble-t-il, sont nourries par l'impunité, justement. Il faut que la lumière soit faite, que les responsabilités soient situées et que les auteurs soient poursuivis, pour donner donc aux victimes la possibilité d'obtenir une indemnisation et une réparation et créer les conditions de la non-répétition des crises que nous avons connues. La Cour pénale internationale a ouvert 2 séries d'enquêtes en Côte d'Ivoire. La première, Côte d'Ivoire 1, a abouti par la condamnation de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien bras droit Charles Blé Goudé pour crimes contre l'humanité. Ils ont par la suite tous les deux été acquittés. La seconde, Côte d'Ivoire 2, concerne elle plutôt les proches de l'actuel président Alassane Ouattara et elle est toujours en cours. Alors si le bureau du greffe de la CPI à Abidjan doit fermer d'ici un an, eh bien le procureur et l'institution ont promis que les enquêtes, elles, se poursuivront. En bref, ces nouvelles violences au Burkina Faso, au moins 10 civils ont été tués dimanche dans une attaque djihadiste contre un marché à Mani, dans le nord-est du pays. Les terroristes ont pris d'assaut le marché et tiré sur les clients et les commerçants, puis ont pillé les étals, selon des témoins. Les écoliers mauritaniens ont repris le chemin de l'école cette semaine et pour beaucoup de parents, c'est le casse-tête pour venir à bout de la liste des fournitures scolaires. Les prix ont grimpé sur le marché. La correspondance régionale de Sarah Sakou. Cahiers, livres scolaires, cartables et bien sûr uniformes. La liste de matériel à acheter est longue pour les parents mauritaniens en cette rentrée scolaire. Sur le marché capital de Nouakchott, c'est le marché central de la ville, eh bien, il y avait beaucoup d'affluence ces derniers jours avec des négociations très difficiles avec les commerçants et un mot qui revenait fréquemment, celui de cherté du matériel, ce dans un contexte déjà inflationniste. Écoutez. Les fournitures scolaires sont très coûteuses cette année. On dépense près de 120 €, ce qui représente une somme considérable ici. Les prix des fournitures scolaires ne sont pas harmonisés. Dans certains commerces, c'est très cher. D'autres magasins restent abordables. Ce qu'il faut dire, c'est presque à l'instar de la vie en général. C'est vrai que cette année, les prix ont un peu augmenté. Autre sujet d'inquiétude pour les parents, la toute nouvelle réforme dans l'enseignement primaire. Selon la nouvelle loi, les écoliers de CP et de CE1 doivent être réorientés vers le public, un sujet qui inquiète et qui fait polémique en Mauritanie. Avec près de 2 millions de tonnes par an, l'Égypte est devenue le premier producteur de dattes au monde. Malgré ce record, ses exportations ne se portent pas si bien. Le pays a décidé d'investir massivement dans la date Majoul, une date plus prisée sur le marché international. Reportage d'Edouard Dropsy et de Nouria Tessou. Plus de 80 000 palmiers inondent cette oasis. À Bahareya, au milieu du désert, le responsable de cette exploitation, la plus grande du pays, ne cache pas sa satisfaction. Nous sommes numéro 1, nous sommes des pionniers dans la production de dattes en Égypte. Nous avons nos propres standards, notre savoir-faire nous donne cette qualité haut de gamme. Nous avons un système opérationnel et de procédures strictes. Avec 1,8 million de tonnes de dattes cette année, l'Égypte revendique la place de premier producteur mondial. Cependant, elle demeure en retard en termes d'exportation, seulement 3% de la production nationale.
Le type de dates que l'Égypte produit, ce ne sont pas que des medjool. On a beaucoup d'autres sortes. Nous avons aussi les dates Siwi, les Saïdi, les Gizawi. Mais à l'international, les consommateurs ne sont pas très demandeurs. Ce n'est pas comme la medjool, qui est la reine des dates. Au ministère de l'Agriculture, on affiche une ambition réelle quant au futur de la production et de l'exportation. L'Égypte est au 10e rang des pays exportateurs. Mais en plantant 5 millions de palmiers, 500 000 tonnes de dattes vont être ajoutées. Ces variétés ont une haute valeur économique et, si Dieu le veut, cela permettra d'augmenter la production de dattes égyptiennes. Avec ces nouveaux investissements, le gouvernement espère bien faire de la date égyptienne une spécialité mondiale. La deuxième édition du sommet du cinéma africain à Accra, la capitale ghanéenne, a déroulé son tapis rouge à des acteurs en herbe, mais aussi à des stars. Parmi les invités prestigieux, l'acteur Idriss Elba, sa mission, défendre et promouvoir l'industrie cinématographique du continent. Écoutez. Je pense qu'il est fantastique de voir une augmentation du cinéma africain sur Netflix, sur Amazon Prime et tout le reste. Mais l'avenir de notre cinéma dépend de nous, pas de ces plateformes, il dépend de nous. Nous devons avoir la distribution, la connectivité, les salles de cinéma et surtout l'audience. Nous avons besoin de personnes dans la salle pour regarder nos programmes. Il est très important de ne pas toujours chercher à vendre à l'étranger, mais de pouvoir remplir nos propres salles de cinéma. Lorsque vous savez que vous pouvez faire un film selon vos propres paramètres économiques et que le film a du succès, à ce moment-là, les marchés internationaux s'y intéressent. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Merci à nos correspondants. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.